À mi-chemin entre l'Australie et Hawaï, perdues au cœur du Pacifique, les îles Kiribati apparaissent enfin. Des îles du bout du monde. Derrière les nuages, on les devine, sorte de collier d'émeraude posé sur une mer bleu azur. Nous sommes à plus de 17 000 km de Paris. La République des Kiribati, c'est un micro-territoire éclaté en 33 îles. Au total, elle représente 810 km², soit la surface d'une ville comme New York. Vu d'avion, l'endroit paraît magique avec ses atolls et cet îlot en forme de cœur. Magique, mais le survol montre aussi l'extrême vulnérabilité de cet État. Des îles étroites à l'équilibre précaire. Mon message principal, c'est que le réchauffement climatique n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est déjà arrivé. La salle commune se trouvait là-bas, mais aujourd'hui, la mer l'a engloutie. Si le vent vient du nord ou de l'ouest, alors on aura de graves problèmes avec la marée. Notre unique option est de quitter l'île. Alors nous devons, dès aujourd'hui, préparer au mieux la population à ce défi de taille. C'est ici que je suis née et c'est là que je veux mourir. Je vais me battre pour mes droits et je me battrai, s'il le faut, contre la planète entière pour sauver mon pays. Pour raconter cette histoire, il nous fallait une battante, une passionnariat. Claire Anterea refuse cette image d'icône. Elle préfère se définir comme militante écolo. Une militante acharnée qui tente d'éviter que son pays ne sombre, qu'il ne disparaisse dans les eaux du Pacifique. Sur cette route, la vitesse maximale est de 60 km/h. Vous pouvez voir le lagon sur ma gauche et à droite l'océan. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on entend le murmure de la mer. Tarawa, un atoll en forme de fer à cheval où l'on ne se perd jamais. Ici, pas besoin de GPS, nous dit Claire. Il n'y a qu'un long rouleau de bitume qui traverse l'île de part en part. À certains endroits, l'île ne fait qu'une quarantaine de mètres de large. Et cette route est la seule de l'île. Une seule artère, avec pour Claire un seul lieu touristique. Mais il est incontournable. Nous sommes ici au point le plus haut de Tarawa, juste 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le seul endroit où nous pourrions nous réfugier si l'eau venait à monter. Imaginez, on ne pourrait pas survivre. Nous sommes en grand danger, mais on ne peut rien y faire. Alors on préfère en rire. C'est très drôle quand on pense au pays avec des reliefs à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Alors qu'ici, quand on parle d'altitude, c'est juste 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. En moins de 40 minutes et une trentaine de kilomètres, la visite guidée se termine. Comme nous arrivons au bout de la partie sud de l'île, si nous voulons nous rendre sur la branche nord, il va falloir traverser à pied un bras de mer. Impossible d'aller plus loin en voiture. À marée haute, il n'y a pas d'autre choix que d'emprunter un bateau. Vu de l'intérieur du lagon, la coupure est plus visible. Vu d'avion, c'est encore plus flagrant.
Tarawa est une île en pointillé. Nous sommes au collège catholique Saint-Louis. 1 millier d'élèves et autant d'enfants à sensibiliser aux fléaux qui menacent leur pays. C'est la mission que s'est fixée Claire, un nouveau sacerdoce pour cette ancienne nonne qui prêche aujourd'hui une autre parole que celle de Dieu. Mon travail consiste à vous sensibiliser aux effets des changements climatiques que nous observons tous, jour après jour, et à expliquer comment on doit tous s'unir pour s'adapter à ces bouleversements. Si on regarde le globe, on voit des pays. Et les gens demandent où sont les Kiribati. Ils ne savent pas où se trouvent nos îles. Mais trouvez l'équateur et vous aurez les Kiribati. Et quand les gens les regardent, ils disent « Mais c'est juste un point. Comment faites-vous pour vivre là ?» Ils ne savent pas qu'ici, c'est un petit paradis. Ils ne le savent pas. Alors c'est à vous, jeunes gens, de veiller sur ce paradis. Un petit paradis bien vulnérable. Les Kiribati vivent avec la peur de disparaître de la surface du globe. En écoutant Claire, on s'aperçoit vite qu'elle n'est guère optimiste. Une question trahit sa pensée. Qui veut partir ? C'est une question qui se posera un jour. Peut-être pas pour vous, mais pour vos petits-enfants. Que ceux qui souhaitent rester au Kiribati toute leur vie viennent se placer à ma gauche. Allez, venez de ce côté de la classe. À présent, que ceux qui pensent s'exiler en Nouvelle-Zélande viennent s'asseoir à la droite. Parfait, merci. Nous allons demander à ce garçon pourquoi il souhaite partir. Vers quel pays as-tu envie de partir? L'Australie. L'Australie? Oui. Et pourquoi ce choix? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Parce qu'ici, dans les prochaines années, on aura de gros problèmes avec la montée des eaux. Une peur diffuse et qui chaque jour gagne du terrain. Un peu partout, l'île de Tarawa prend des allures de forteresse. À marée basse, on distingue mieux ces murs faits de coraux empilés. Ils visent à freiner l'érosion. Des remparts contre un ennemi insidieux, l'eau. Ici, elle monte, et elle monte vite. À la veille d'une marée exceptionnelle, l'obsession de tous est de se protéger au mieux. Cet homme construit un mur pour arrêter les vagues. C'est à cause de la marée qui arrive? Oui. La grande marée va bientôt arriver. Alors il tente de protéger sa maison et sa famille. Si la mer continue de monter, nous n'aurons bientôt plus le choix. Il faudra partir d'ici et aller de l'autre côté de l'île. Construire, reconstruire ces barrières, un travail qui ressemble au rocher de Sisyphe. Interminable. Construire et protéger comme ici où l'on enterre les câbles électriques. Avant chaque grande marée, les bateaux sont également mis à l'abri. Tous les villages en bord de mer sont en première ligne. À chaque pleine lune, des centaines de familles se préparent à vivre un épisode de la Bible, le déluge. Pour le pasteur Eria, sa paroisse ressemble alors à un bateau ivre. Toutes les tentatives pour défendre ce bout de terre se sont révélées vaines. L'évangéliste n'a plus qu'une arme à sa disposition, la prière. Regardez, cette digue est complètement détruite. Le gouvernement, heureusement, nous a aidés. Car à nous tout seuls, on ne peut pas lutter contre les grandes marées. La grande marée, la marée royale, c'est la hantise de tous les habitants de Tarawa. Ce jour-là, on scrute l'horizon, la peur au ventre.
Comme si le lagon, d'ordinaire si calme, pouvait se mettre ou se remettre en colère, comme ici, en 2005. Des événements qui depuis se répètent. 2008, 2010. Le pays se découvre plus vulnérable que jamais. Si demain, le vent vient du nord ou de l'ouest, alors on ne pourra rien faire et on va avoir de gros problèmes. Toutes les maisons seront inondées. Il n'y aura plus la moindre parcelle de terre à sec. Et que va-t-il nous arriver quand les déferlantes vont s'abattre sur nous? Après le coucher du soleil, la pleine lune annonce cette marée tant redoutée. Elle devrait atteindre 2,81 m. Le village tout entier pourrait être englouti. Le lendemain matin, le ciel s'assombrit. Est-ce de mauvais augure? Le vent se lève. Va-t-il tourner au nord ou à l'ouest comme le craint le pasteur Eria? Dans un cas comme dans l'autre, on doit se préparer. Derniers efforts, ultimes renforts, mais seront-ils suffisants si les vagues déferlent? En moins d'une heure, l'eau menace déjà les maisons du bord de mer. Nous allons vivre cette journée avec les habitants de Tebikenikora. C'est le village du pasteur Eria. Il est situé à l'intérieur du lagon. Claire nous accompagne. L'eau atteint déjà 20 cm. Attendez une seconde que je range ça, parce que sinon la marée va l'emporter. Vous n'êtes pas inquiète d'habiter ici? On n'a pas trop peur pour l'instant. Mais si ça monte trop... Vous partirez? Oui, si ça continue à monter, on s'en ira. L'eau s'infiltre partout. Dans ce village, il y a une 50aine de familles. Leurs cabanes sont construites sur pilotis. Il y a quelqu'un dans cette maison? Oui, on est là. La marée d'aujourd'hui vous inquiète? Bien sûr que je suis inquiète. On ne sait pas jusqu'où cette marée peut aller. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour vous aider? Il nous a aidés à construire la digue là-bas. Mais depuis qu'elle s'est brisée, plus personne ne nous aide. Lors de la dernière grande marée, les digues ont presque toutes cédé. Il n'y a aujourd'hui plus d'obstacles pour empêcher l'eau de submerger le village. Vous êtes inquiet pour la marée? Oui, je suis inquiet, car je sais qu'elle peut recouvrir toute ma parcelle, que tout va être inondé. Avant, ma maison se trouvait là-bas, là où il y a de l'eau à présent. Au beau milieu de l'eau. Oui, vous voyez la petite dune de sable? Eh bien, ma maison était juste là. Difficile d'avoir une vie normale dans telles conditions. On essaie juste de survivre à la montée des eaux et de combattre ce fléau. Vous voyez, l'eau est montée doucement. Elle a totalement envahi la place. Elle pourrait même envahir ce bâtiment. Dans ces conditions, ce qui surprend le plus, ce sont ces visages. Malgré les risques, ces familles gardent le sourire. Pourtant, la plupart habitent dans ces maisons de tôle, de feuilles de palmes et de bois. Elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Ça alors, regardez-moi ça. C'est incroyable. Ils vivent ici. C'est leur maison. Ils dorment ici.
Mais comment dormir avec toute cette eau? Regardez, il y a de l'eau partout dans cette maison. Je n'arrive pas à croire comment ils peuvent vivre ici. Moi non plus. Vous n'avez jamais pensé à déménager pour aller vivre ailleurs? Vous savez, nous ne sommes pas de Tarawa. Nous venons déjà d'une autre île. Et vous êtes venu pour trouver du travail? Oui. De toute façon, ça n'en finit jamais. Après celle-là, il y aura d'autres grandes marées. Oui, ça se répète sans cesse. Vous allez quand même réussir à dormir? C'est sûr qu'on ne dort pas paisiblement. Il suffit de regarder dehors et de voir l'eau qui monte. C'est sûr qu'on s'inquiète à chaque grande marée. Les minutes passent, l'eau continue de monter inexorablement. Comme si le village allait disparaître dans un silence assourdissant. Un jour, ma petite fille m'a demandé « Est-ce qu'on peut construire un bateau? Comme ça, en cas de problème, on saute sur le bateau et on flotte. » Vous savez, les enfants s'inquiètent de leur avenir si ces phénomènes continuent. De l'autre côté du lagon, la mer gronde. Contraste saisissant. Les vagues sont de plus en plus lourdes, plus violentes. Elles peuvent emporter des morceaux entiers de rivage. Aucune zone n'est épargnée. 2 heures plus tard, à Tebik et Nikora, l'eau atteint à certains endroits près de 80 cm. Il est quasi impossible de se déplacer. On habite ici depuis une trentaine d'années. Et à l'époque, il n'y avait pas de telles inondations à cet endroit. Presque tout le village était à l'abri. Mais à présent, tout a bien changé. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont habitués à vivre comme ça. Et ils vivent dans l'attente de ce qui peut arriver d'un jour à l'autre. La marée bascule enfin. L'eau se retire aussi lentement qu'elle est arrivée. Un répit avant la prochaine grande marée prévue dans 1 mois. Ici, tous sont conscients d'être confrontés à la même fatalité. Dieu a fait souffler le vent en notre faveur. Ce soir, remercions Dieu pour sa miséricorde et pour avoir épargné nos vies, spécialement avec la grande marée d'aujourd'hui. Des chants et des prières pour exorciser leur peur. En 10 ans, la force des marées n'a cessé d'augmenter. Une situation si critique qu'en septembre 2011, le pasteur Eria reçoit dans sa paroisse Ban Ki-moon en personne. Le secrétaire général des Nations Unies veut montrer par cette visite que les changements climatiques peuvent rayer de la carte ce pays. Je suis venu voir la zone située en première ligne des changements climatiques. Je vais porter votre parole au monde entier. Notre planète devrait être le lieu où chacun d'entre nous doit voir ses droits respectés, où chacun doit avoir accès à l'éducation et où chacun d'entre vous peut vivre sans crainte des conséquences des changements climatiques. Le secrétaire général de l'ONU
répondait ainsi à l'appel au secours du président des Kiribati. Depuis son élection en 2005, Anote Tong parcourt le monde pour plaider la cause de son pays auprès des pays industrialisés, ceux-là même qui polluent la planète et accélèrent, dit-il, les changements climatiques. Pour moi, ceux qui doivent avoir honte sont ceux qui ont provoqué ce qui nous arrive. Ils sont responsables de ce qui se passe ici. Ils doivent avoir honte. Nous sommes des victimes du mode de vie occidental. C'est ça qui va nous déraciner. Claire Anterea exhorte aussi la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Elle était présente lors des derniers sommets sur les changements climatiques, à Copenhague, à Durban ou à Rio. Partout, elle donne un visage et une voix à une population qui vit sur un bateau qui menace à tout moment de chavirer. Une population qui pourrait à terme devenir SDF ou apatride. Et il n'y a plus de route pour aller jusqu'aux maisons là-bas. Elle a été recouverte par la mer. Il faut traverser le canal à pied pour arriver jusqu'aux maisons. L'eau les encercle. Elles sont vraiment en première ligne à chaque nouvelle marée. Ce jour-là, elle nous emmène dans un autre village où l'on tente là aussi de résister à la montée des eaux. Comme si la vie au Kiribati était un éternel défi à la nature et au climat. Vous avez réalisé ce muret avec du sable? Oui, on l'a fait avec de la boue. Et vous avez construit tout autour? Oui, pour protéger nos maisons en attendant que la digue soit reconstruite. Mais ça va coûter beaucoup d'argent. Oui, plus de 8 000 €. Cela coûterait moins cher de partir ailleurs. Oui, bien sûr, si vous nous aidez à partir. Si vous pouvez nous emmener, ma famille et moi. En France, par exemple. Oui, en France. Là encore, on préfère sourire. Le peuple Kiribati est à cette image d'une nature joyeuse et optimiste. La preuve, malgré les dangers, l'institutrice à la retraite fait construire un nouveau toit pour sa famille. Vous pensez que c'est une bonne idée de construire cette maison ici? Et pourquoi pas? Si vous avez un commentaire à faire, je vous écoute. Vous savez, ici, on ne s'inquiète de rien. On construit. Et si la mer vient, alors, ok, ainsi soit-il. Quand ce sera l'heure de partir, on partira. Dans l'île principale, le compte à rebours est enclenché. Mais qu'en est-il des archipels extérieurs? Le président des Kiribati nous avait invités à nous rendre à Abayang, une île située à moins d'un quart d'heure d'avion de Tarawa. Un autre monde où la population vit depuis des siècles en totale harmonie avec son environnement. Un monde isolé, loin du progrès. Une île de près de 6000 habitants qui avait servi de décor à l'une des aventures de Corto Maltese, le héros d'Hugo Pratt. Tawita est le doyen de l'île. À 78 ans, chaque jour avant le coucher du soleil, il vient taquiner les oiseaux migrateurs. Un éternel enfant qui se rappelle ainsi les beaux moments de sa période adolescente. Une autre époque où la mer n'avait pas encore avalé de larges bandes de terre. Avant, là-bas, il y avait une réserve d'essence. On aperçoit encore la dalle en béton où elle était construite. Et juste à côté de la réserve, il y avait une maison. Mais à présent, la mer est partout. Il y a même des algues. C'est moins profond. Il y a plus de sable. Vous savez pourquoi la mer continue de monter? Non, je ne sais pas. Personne ne vous a expliqué pourquoi le niveau des océans monte? Non, personne. Mais l'eau continue de monter.
Sur la plage et dans les lieux les plus vulnérables, un mur de corail a été bâti. Mais dans l'île du Vent, les éléments sont toujours plus forts. Cette digue ne sert à rien. Quand on la regarde, on voit bien qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Il n'y a plus personne ici. Les habitants ont fui ce village. Ils sont allés vivre plus loin, dans la forêt. Il ne reste plus que ces vestiges et l'église. Regardez, c'était là. Avant, je vivais ici. À présent, il ne reste plus que les plantes. Tout le reste a disparu. C'est ici, sur ce petit bout de terrain, que nous avions construit notre maison. De la pierre là-bas jusqu'ici. C'était une grande maison. Là-bas, c'était le poulailler. Dans ce village, Tawita n'était pas seul. Il vivait avec une vingtaine de familles. Aujourd'hui, ses 7 enfants et ses 15 petits-enfants vivent loin de ce terrain lunaire où il n'est plus possible de cultiver. Même les cocotiers n'ont pas résisté à l'assaut des vagues et à l'intrusion de l'eau salée. Tawita et sa famille ont déménagé à l'intérieur de l'île. Mais le danger n'est pas écarté pour autant. L'île rétrécit. À peine 400 mètres dans sa plus grande largeur. Désormais, l'océan menace les derniers lopins de terre et la production de taro, l'un des éléments de base de l'alimentation locale. Malgré ses 78 printemps, Tawita continue de travailler, mais il s'inquiète pour l'avenir de ses petits-enfants. Le taro est un plat de fête. On ne mange pas n'importe quand. Et si l'eau de mer arrive jusqu'ici? Si l'eau monte jusqu'ici, on ne pourra rien faire pour les sauver. L'eau salée tue les plants de taro. On peut juste les cueillir avant que l'eau ne soit trop haute et les manger. Ça veut dire qu'à terme, les plantations de taro vont disparaître? Oui, la mer va finir par tout dévorer. L'histoire de Tawita se répète dans toute l'île. Tous les habitants, fermiers ou pêcheurs, vivent cette situation. Là aussi, le compte à rebours est enclenché. Nous quittons Abayang. Dans l'avion qui nous emmène vers Butaritari, une phrase du président des Kiribati prend toute son ampleur. Si l'on ne fait rien, dit-il, nous allons sûrement disparaître dans les abysses de l'océan Pacifique. Est-ce une phrase prémonitoire? Nous approchons de Butaritari, une île carte postale. Pour rencontrer la population, il faut regarder en l'air. Les arbres sont les supermarchés de l'île. L'archipel est un jardin d'Éden. C'est surtout l'île des Kiribati où les pluies sont les plus abondantes, d'où cette végétation luxuriante. Noix de coco, fruits à pain, bananes, un véritable garde-manger. Mais le roi de la forêt reste le cocotier. Il est paré de toutes les vertus. Il fait l'objet de toute notre attention. C'est l'arbre le plus important de Kiribati. Il est à la base d'énormément de choses. On en tire une boisson énergisante. De la ficelle aussi, qui sert ensuite à assembler les toitures de nos maisons. On en tire aussi des médicaments et du bois
pour fabriquer les pirogues. À 38 ans, Marrakech n'a jamais quitté son petit paradis. Son horizon se réduit à l'océan d'un côté et au lagon de l'autre. Dès son plus jeune âge, avec son frère, il a appris à exploiter la moindre ressource de l'île. Chaque jour, pour nourrir sa petite famille, il part pêcher en apnée. Un monde magique où les coraux sont encore en bonne santé. Une vie loin des standards que nous connaissons en Occident. La survivance d'un mode de vie ancestral. La vie ici est plutôt douce et paisible. Mais d'après ce que j'entends un peu partout, la Terre se réchauffe. Alors que va-t-il se passer? Va-t-on être submergé? Vous pensez que vous pourriez quitter l'île? Bien sûr. Si la vie n'est plus possible au Kiribati, je partirai. Avec beaucoup de regrets, mais je dois m'y préparer. Si Marrakech se prépare à une telle éventualité, c'est qu'il a vu le climat ces dernières années devenir complètement fou. À certains endroits, les anciens du village ne reconnaissent plus les plages de leur enfance. La mer grignote du terrain. Les grandes marées sont d'année en année plus hautes et plus fréquentes. Les tempêtes ne préviennent plus. À la dernière marée, l'eau est arrivée jusqu'ici. Toute cette zone était recouverte d'eau et les vagues venaient jusqu'ici. Vous n'avez pas peur de vivre si près de l'eau? Si, bien sûr. Si ça continue, ça va être impossible de rester là. On va être obligé de quitter cet endroit et de s'installer vers le centre de l'île où c'est un peu plus haut. Avant, ici, il y avait une route. On y circulait en camion ou à moto. Mais elle a été dévorée par la mer. On en voit encore quelques morceaux sur le sable. Voilà, toute cette route a disparu. Pour lutter contre l'érosion, là aussi, le gouvernement des Kiribati a mis en place des brise-lames. Mais pour rester efficace, il faudrait les entretenir. L'État n'en a pas les moyens. Il faudrait près d'1 milliard d'euros pour protéger tous les sites sensibles du pays. Ce mur a été construit pour protéger les champs qui se trouvent derrière. Mais comme on peut le voir, la mer l'a endommagé. Aujourd'hui, c'est tout un pan de mur qui a disparu. Si on avance un peu sur la plage, on peut voir les traces de l'érosion. Regardez ici. Avant, il y avait un cocotier. On voit encore ce qui reste de ces racines. Elles sont là. Les cocotiers tombent les uns après les autres. La mer gagne du terrain et stérilise les terres jusqu'au bassin d'eau douce où les taros sont cultivés. C'est l'endroit où nous cultivions jusque-là le taro, dans de l'eau douce. Pendant les grandes marées, la mer envahit toute cette zone. L'eau monte et passe au-dessus de la digue et recouvre entièrement ce bassin. L'eau salée va parfois jusqu'au bassin situé là-bas, loin derrière. Désormais, il n'y a plus de nappe d'eau douce pour cultiver le taro. Il n'y a plus que de l'eau salée. Il n'y a plus aucun moyen de produire quoi que ce soit. Mais il y a pire. Nous quittons le bord de mer pour nous enfoncer de quelques dizaines de mètres à l'intérieur de la forêt. Quelques dizaines de mètres qui peuvent paraître ridicules, mais l'île est étroite. Pas plus de 500 mètres dans sa plus grande largeur. Dans cette parcelle, nous cultivons aussi du taro. Mais la mer est juste à côté, derrière nous. Elle s'infiltre de plus en plus loin, elle envahit nos champs et tue nos cultures.
Aujourd'hui, avant chaque forte marée, on est obligé de retirer tous les plants de taro. Après le passage de la mer, on les replante. La plupart des habitants de l'archipel n'ont ni télévision, ni radio, encore moins Internet. Le plus souvent, ils ignorent les liens qui existent entre les situations extrêmes qu'ils vivent et le réchauffement de la planète. S'ils ont demandé à Claire d'animer une réunion sur ce thème, c'est qu'ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Ils veulent comprendre ce qui arrive. En langue kiribati, il n'existe aucun mot pour traduire l'une des causes des changements climatiques, les gaz à effet de serre. Claire va utiliser une parabole pour expliquer ce phénomène complexe. Nous allons faire un petit exercice. Quelqu'un peut-il me rejoindre pour fumer une cigarette? On va voir ce qui se passe si on le recouvre d'une moustiquaire pendant qu'il fume. Alors, la fumée sort-elle? Oui. À présent, regardons ce qui se passe si l'on ajoute une couverture. Maintenant, ajoutons une natte pour qu'il ait bien chaud. Vous voyez, c'est comme dans une voiture, vitre fermée et qu'il y a du soleil. L'air ne circule plus. À l'intérieur, il fait de plus en plus chaud. Eh bien, l'effet de serre, c'est ça. La chaleur entre, mais ne peut plus sortir. Pendant 1 heure, elle tente de les sensibiliser, de leur montrer que les gaz à effet de serre et leurs conséquences vont bouleverser leur vie. Pour mieux faire passer son message, elle dramatise la situation. À présent, je demande à ceux qui veulent rester au Kiribati de se placer à ma droite. Et ceux qui veulent partir ailleurs, en Europe ou en France, qu'ils viennent à ma gauche. Allez, on y va. Je répète, ceux qui veulent rester à droite. Y a-t-il des couples qui n'ont pas le même avis? L'un veut partir et pas l'autre. Yael, juste derrière. Tu ne veux pas rester avec ton mari? Non, moi je veux partir. Et je finirai par le convaincre. Ah bon? C'est quand même mieux si vous restez ensemble. Ils ont peur et s'inquiètent pour leurs enfants, pour leur avenir. Le mari dit « Je ne veux pas partir, sauf si je suis contraint à le faire. » Car la mer monte. Et il sait que son archipel est à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors il dit « Comment puis-je rester avec mes enfants alors que je sais que l'on ne pourra plus vivre dans notre si beau pays ?» Si pendant des siècles, cette population a su s'adapter, qu'en sera-t-il demain avec cet environnement qui devient moins hospitalier? La dégradation paraît inéluctable. Quand on voit l'extrême fragilité de ces îles, on se dit que le miracle de la vie l'a toujours emporté sur l'hostilité du climat. Mais jusqu'à quand? Ces enfants pourront-ils trouver refuge ailleurs, au Kiribati? Pourront-ils, comme certains de leurs aînés, s'installer à Tarawa, l'île capitale? Cet exil, on va vite le comprendre, n'est qu'une étape. Il suffit de suivre Claire. Elle nous emmène dans une annexe de l'hôpital, le seul du pays. L'annexe est gérée par l'Église catholique. Toutes ces personnes sont malades. Elles viennent à Tarawa. Pourquoi elles ne peuvent pas être soignées dans leurs propres îles? Exactement, on ne peut pas les opérer ou les soigner. Dans leurs îles, il n'y a ni hôpital ni docteur. Les médecins sont tous ici. Mais ce qu'elle veut surtout nous montrer, ce sont ces bébés et leurs très jeunes mamans. Dans ce pays où la religion chrétienne est omniprésente, il n'existe aucune politique de contraception. La démographie est galopante. Cette jeune fille n'a que 13 ans. C'est son premier bébé. Moi, j'ai 21 ans.
Et combien d'enfants vous avez? J'en ai 6. À ce rythme, en 2050, la population pourrait doubler à Tarawa. Et c'est bien là que le bas blesse. L'île est déjà surpeuplée. Près de 50 000 habitants sur 15 km² seulement. Une densité 3 fois plus élevée qu'à Tokyo. Comment accueillir les populations des îles extérieures? C'est impossible. Tarawa est déjà menacée par la montée des eaux. Mais ces dernières années, un autre phénomène est apparu. Comme chaque jour à la station météo, les techniciens font leur relevé. En moins de 30 ans, la température a augmenté de plus d'1 degré. Quant aux pluies, la situation devient critique. Pas de pluie aujourd'hui. Non, rien du tout. Il n'a pas plu depuis des jours. Et pourtant, on est au cœur de la saison des pluies. Depuis près de 10 ans, les périodes de sécheresse se multiplient. Ici, la station s'est dotée d'un dispositif qui permet de quantifier l'eau qui s'évapore chaque jour. Avec des températures plus chaudes, les conséquences sont plus dramatiques. Les dernières études, illustrées par ce schéma, montrent qu'avec une baisse de 10% de la pluviométrie, ce sont 20% des réserves d'eau des nappes phréatiques qui disparaissent. Cette nappe, située à quelques mètres sous la surface, est très fragile. Avec des marées de plus en plus hautes, l'eau des puits qui se salinise et la démographie galopante, la situation ne peut qu'empirer. Kareki a 58 ans. En 2005, il a quitté avec toute sa famille son île natale située à 4 jours de bateau de Tarawa. À cette époque, il n'imaginait pas que la vie ici serait si difficile. Que se passe-t-il? Il n'y a plus d'eau. Il coupe l'eau souvent? Tous les jours. Et à quelle heure vous avez de l'eau? À quelle heure? Pendant 1 heure dans l'après-midi. Seulement. Seulement l'après-midi, juste 1 heure avant le coucher du soleil. Partout dans l'île, l'eau potable est rationnée. Chacun tente de l'utiliser au mieux. Pas de gâchis. Dans le quartier, tous n'ont pas la chance d'avoir des réserves, alors ils se lavent dans les eaux du lagon. L'approvisionnement en eau devient problématique. Il n'y a que 2 grands réservoirs d'eau potable dans toute l'île. Si les nappes phréatiques viennent à s'assécher, je ne sais pas ce que nous deviendrons. En ville, au guidon de sa moto, Taiki Nikao ne passe jamais inaperçu. Lorsqu'il apparaît, c'est bon signe. Sur l'île, il est le seul habilité à ouvrir les vannes. Les habitants voient bien que l'eau devient précieuse. C'est pour ça qu'on ne ferme pas l'accès à cette vanne. Personne n'ose entrer pour voler l'eau. Quartier après quartier, il permet à des milliers de familles de s'approvisionner en eau. Mais avec la chute du niveau des pluies, la tension est de plus en plus vive. Pour Kevin Rouatou, le directeur du service de l'énergie, l'eau va devenir un trésor inestimable. Il nous emmène dans l'un des lieux les plus importants de Tarawa. C'est l'un des 2 réservoirs d'eau douce. On pense bien souvent que l'eau ne coûte rien. Mais en y regardant de plus près, ce qui est évident, c'est que l'eau est de plus en plus rare. Elle l'a toujours été, mais on ne le savait pas. Et c'est ce que nous devons expliquer à notre population. Il faut vraiment comprendre à quel point l'eau est précieuse. Regardez l'eau et les diamants. Si vous êtes dans le désert, que gardez-vous? L'eau ou les diamants? Il arrivera un moment où il nous faudra choisir. Et on doit s'y préparer dès aujourd'hui. Alors comme je n'ai pas envie d'être au pied du mur et de me poser la question eau ou diamant, on doit agir dès maintenant. Pour lui, la situation ne peut que s'aggraver. Quand la population aura doublé, nous ne pourrons pas agrandir notre île dans les mêmes proportions. La terre, comme les ressources en eau, ne sont malheureusement pas extensibles.
Kevin Ruatu sait que son pays ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il va mourir, dit-il, mais à petit feu. Pour lui, les changements climatiques accélèrent un processus déjà en cours qui pourrait faire basculer les Kiribati de la pauvreté à la misère, de l'enracinement à l'exil. Un exil que le président imagine déjà. Il négocie actuellement l'achat de 5000 hectares de terre avec le gouvernement des îles Fidji. Il faudrait surélever nos îles, mais nous n'en avons ni les moyens ni les matériaux. Notre seule option est de déplacer notre population. Nous devons donc développer des stratégies pour lui permettre de s'exiler dans les meilleures conditions. Un institut de technologie a été créé. Ici, les étudiants disposent de matériel importé d'Australie. Ils sont formés à différents métiers: menuiserie, maçonnerie, électricité ou encore mécanique. Les professeurs les préparent à mieux s'expatrier. Les Kiribati font partie des premiers pays à ressentir les pires effets des changements climatiques. Il faut alors que cette jeune génération soit préparée à mieux s'expatrier et à travailler ailleurs dans le monde. Une majorité d'entre eux vont devoir chercher un emploi de technicien à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays occidentaux, ce qui va leur permettre d'obtenir de meilleures conditions salariales. Pour être encore plus compétitifs, les 300 étudiants suivent des cours d'informatique. Leur cursus est calqué sur le programme australien. S'ils doivent parler couramment anglais, ils doivent apprendre aussi les principes du mode de vie occidental. Dans cette classe, on apprend les bases, comment dire bonjour, comment se présenter. Tous ensuite doivent signer ce document. Ils s'engagent ainsi à parler exclusivement anglais dans l'enceinte de l'Institut. C'est la promesse d'un avenir meilleur, mais loin des Kiribati. Dans l'avion qui nous emmène en Australie, nous sommes surpris par le nombre d'hommes qui se rendent en Allemagne ou au Japon. Ce sont des marins-pêcheurs. Ils travaillent sur de grands chalutiers. Combien de temps partent-ils? 14 mois en moyenne. Jusqu'ici, ils reviennent à chaque fin de mission. Que se passera-t-il quand les Kiribati auront disparu? Nous arrivons à Brisbane. Changement de décor. Un contraste saisissant avec le monde que nous venons de quitter. Dans ce centre commercial, ces 4 élèves infirmiers paraissent plutôt à l'aise. Ils sont tous originaires des Kiribati. Quand ils sont arrivés ici il y a 2 ans, ils n'avaient plus aucun repère. Ils ont dû s'adapter à ce mode de vie si différent du leur. Vous connaissiez les sushis avant? Non. Pardon? On n'en a pas au Kiribati. Quelles sont les différences entre l'Australie et les Kiribati au niveau de la nourriture? Ici, c'est plus varié. Ici, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. C'est beaucoup plus varié ici. Et le poisson, il est plus cher ici? Beaucoup plus cher. Oui, beaucoup plus cher. De combien? Pour du thon, par exemple, au Kiribati, c'est de l'ordre d'€1 le kilo. Mais ici, pour le même poisson, c'est presque 40 € le kilo. Grosse différence. Grosse différence, oui. Dès qu'ils ont débarqué dans cette ville qui compte plus d'1,5 million d'habitants, le choc culturel a été très fort. Mais ces jeunes étudiants sont restés solidaires. Une solidarité qui leur permet de résister à l'envie de repartir dans leur archipel. Ici, tout est surdimensionné. À leur arrivée, ils n'avaient jamais vu une telle bibliothèque et autant d'ouvrages. Élèves infirmiers, ils disposent pour leurs études de conditions exceptionnelles. Mais ce n'est pas tout. Ici, on a plus d'opportunités d'emploi qu'au Kiribati. Et en Australie, c'est beaucoup mieux payé, je pense. Mais vous êtes inquiète pour votre famille, rester là-bas? Oui, énormément. Mais c'est pour ma famille que je fais tout ça. Que voulez-vous dire?
Si j'arrive à m'intégrer en Australie, je pourrais peut-être dans quelques années faire venir toute ma famille pour lui offrir une vie meilleure. Vous croyez qu'ils voudront venir? Je suis presque certaine que l'ancienne génération sera plus difficile à convaincre que la nouvelle. Mais il y a tellement de bruit autour des changements climatiques, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il sera plus facile de les convaincre. Mais loin de leur terre natale, tous s'inquiètent de l'avenir de leur petit pays, si peu considéré dans le reste du monde. Et si demain, vous n'aviez plus de terre, plus de drapeau, ça vous inquiète? Ça ne m'inquiète pas, mais je serais triste. Vous savez, perdre son pays, son identité, c'est comme si on était de nulle part. Et ça, c'est vraiment triste. Surtout quand les gens nous diront que notre pays est entièrement englouti, qu'il a complètement disparu. Alors là, oui, ce sera triste pour nous tous. Aujourd'hui, ils sont 65 étudiants des Kiribati dans cette université du Queensland. Tous sont condamnés à réussir. Leur formation est prise en charge par le gouvernement australien. Elle coûte plus de 200 000 €. Quand on les interroge individuellement, aucun ne souhaite repartir au Kiribati. Ils veulent construire leur vie ici. Pour mieux accepter ce déracinement, la communauté étudiante se retrouve tous les week-ends autour de chants traditionnels. Un chant qui nous renvoie aux propos que nous avait tenus leur président quelques jours auparavant. Notre drapeau illustre bien le défi auquel nous sommes confrontés en matière de changement climatique. Cet oiseau a un endroit pour vivre, mais quand l'île aura été submergée, il n'aura plus de terre pour se poser.